Alors bonsoir à tous. Du coup, on va revenir sur ce livre qui vient de sortir. Donc, Nous ne sommes pas des héros, qui est un recueil de portraits des gens que tu as croisés pendant tes 3 mois de résidence en Sarthe. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu as construit ces portraits? Combien de temps tu as rencontré les gens? Est-ce que c'est quelque chose d'immédiat? Est-ce que c'est sur un peu plus long terme? Comment tu les écris? Comment tu les fabriques? Alors, sur cette résidence, il y a 2 types de rencontres. Il y a les gens que j'avais déjà rencontrés l'année précédente en travaillant, en faisant un atelier d'écriture. Donc, il y a un tout petit peu de portraits de cela. Il y avait des gens que j'avais rencontrés aussi à l'ESAT de Pécherey. Donc, il y a des gens comme ça que j'ai rencontrés régulièrement pendant la résidence, à l'ESAT ou au lycée professionnel. Et donc, c'est presque à leur insu que j'ai fait les portraits. Ensuite, il y a la majeure partie des portraits, ce sont des gens que j'ai rencontrés de façon très furtive, 5-10 minutes, et puis en bibliothèque, en supérette, à Super U, parce que j'ai le magasin Super U, j'ai une carte. Et, ou en freelance, comme ça. Et voilà. Alors, comment en 3 minutes, tu arrives à faire le portrait de quelqu'un que finalement tu ne connais pas? Qu'est-ce que tu retiens de cette personne pour écrire un texte de quelques lignes? Alors, pour être tout à fait clair, je ne fais pas un roman de la personne, je fais un petit texte. D'ailleurs, les textes là, ils sont tous formatés dans un format, comme il y a un format 24-36 en photo, ou 6-6, voilà. Et c'est un instantané, le portrait. C'est une personne à un moment, voilà. Et elle vient et elle me parle de ça ou de ci. Et moi, j'essaye de trouver un petit fil rouge et de raconter au moins une chose de cette personne à ce moment-là, quoi. Et par exemple, si elle a changé de coiffure ou pas, voilà, ça peut être un sujet, l'écriture. Il n'y a aucune prétention de relater quoi que ce soit de la globalité de la vie, parce que, comme on dit, la vie de chacun est un roman, quoi. Et la rédaction de ces portraits se faisait sur le moment où tu rentrais avec ce que les gens t'avaient dit et tu écrivais ça dans ton coin et tu revenais après derrière Alors, avec? normalement, quand je fais des portraits, c'est toujours là, maintenant, en un quart d'heure, 20 minutes, je fais un portrait et puis la personne, elle revient, elle a dû faire ses courses ou elle est venue au Barouf boire un coup et puis elle revient me voir et puis je lui offre une lecture pour voir comment ça va. Puis pour qu'on ait un petit moment ensemble, quoi. D'accord. Et puis, comme on donne le miroir chez le coiffeur, quoi. Et puis, je lui offre le texte, voilà. Là, j'avais le temps. Je n'avais rien à faire. 2 mois de résidence, rien à foutre. Et, enfin, si, je me suis fait plein de copains canards à Saint-Calais, au camping. Je m'occupais des canards. Mais j'avais le temps de les écrire, voilà. Et donc, j'ai pris le temps quelques-uns le temps de les écrire. Et puis là, c'est un peu particulier parce que j'ai décidé de faire un livre. Donc il y a eu un tout petit temps au mois de décembre de réécriture, de peaufinage, quoi. Est-ce que tu commencerais pas par nous lire du coup un portrait pour que les gens se rendent compte de ce que ça donne? Émilie, c'est une vraie personne, hein, elle est bibliothécaire à Saint-Calais. Ce que c'est que le XXe siècle, parce qu'il y a un petit titre à chaque fois. Récapitulons. Rosa, la maman d'Émilie, n'était pas déjà une maman. Elle était alors une jeune femme, alors qu'elle quittait le Portugal avec sa maman Maria, qui était maman, et son papa José, qui était papa. Et puis, la maman d'Émilie a rencontré un monsieur polonais, Suzon, qui allait bientôt devenir un papa. Pas le papa d'Émilie, mais le papa du frère d'Émilie, Laurent. Mais il n'a pas eu le temps. C'est que la mort est venue prendre la vie de Suzon, alors que le frère d'Émilie était depuis 7 mois dans le ventre de sa maman à lui, qui un jour serait aussi la maman d'Émilie, qui pour l'heure était veuve, pas que veuve, maman aussi. Était aussi dans la ferme de feu son mari, où est arrivé Jean-Pierre, le papa d'Émilie,
qu'il n'était pas déjà papa, jeune homme qu'il était. Le cœur sur la main, on s'en doute. Les yeux doux, on s'en doute aussi. Et de fil en aiguille, de bottes de foin en bisous sur la bouche, le voilà, papa d'Émilie. Puisque oui, voilà, ça y est maintenant, Émilie est arrivée. Tout ceci se passait le siècle dernier en Normandie, sous les pommiers. Tandis que de fait, Émilie a mis l'huile d'olive du côté de sa maman, mis crème fraîche du côté de son papa. Une rareté, une réussite aussi. Et aussi une histoire et un produit du XXe siècle. Une conséquence des hasards des chemins qui mènent parfois moins à Rome qu'à l'amour. Cependant qu'Émilie habite maintenant par ici, où elle est bibliothécaire, sachant que les lectures, elles aussi, nous emmènent en voyage, n'oubliant évidemment pas que ses pieds peuvent la conduire eux aussi là où elle le souhaite. Merci. Ton recueil s'appelle... Pardon. Comment s'appelle le papa d'Émilie ? Donc il y a une interrogation après chaque lecture, méfiez-vous. Le recueil s'appelle « Nous ne sommes pas des héros ». Et quand on ouvre la première page du livre, en tout petit en dessous, il y a écrit « Enfin si, un peu quand même ». Pourquoi est-ce que ce choix de titre de ce recueil ? Parce qu'un jour, je rentrais de la Sarthe chez moi à Nantes, j'ai eu mon éditeur à l'appareil, et puis je dis « Tiens, on va faire un nouveau livre ». Il m'a dit « Chouette, chouette ». Ça faisait un petit moment qu'il attendait, celui-là. Et Franck. Et puis il me dit « Tu me dis le titre ?» Il me dit je dis « Ça va s'appeler « Nous ne sommes pas des héros ». Il me dit « Oh non, fais-moi un titre positif, s'il te plaît ». Il me dit « Fais-moi, nous sommes des héros ». Je dis « Non, c'est pas ça, on n'est pas des héros. » Et puis il me dit « On pourrait peut-être rajouter un sous-titre ». Et là, je commençais à arriver à Nantes, hein, donc ça faisait un moment qu'on parlait. Et puis il me dit « J'ai une idée, on pourrait mettre si un petit peu, tout de même. » Voilà, donc il l'a gardé, il est content. C'est toujours bien de rendre l'éditeur content. Dans le recueil, il y a également des photos dont on a quelques exemples autour de nous. Elles ne sont pas identifiées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les noms des personnes qui accompagnent ces photos, donc on les associe pas, je vais y arriver, à un portrait qu'on a lu avant. Pourquoi avoir choisi de mettre des photos et pourquoi avoir choisi de ne pas identifier les personnes sur ces photos ? Alors, les photos, l'idée des photos, c'était venu parce que je faisais le blog et que toutes les semaines, je publiais des textes. Puis je me suis dit, sur un blog, on peut mettre des photos. Alors, je vais mettre des photos, quoi. C'est pas compliqué, quoi. Ça fera plus joli, quoi. Parce que les gens, ils aiment bien regarder les photos sur les blogs. En tout cas, moi. Moi, je dis pas, moi, sur les blogs. Et ensuite, de ne pas les identifier. Oui, mais eux, ils se reconnaissent. C'est ça qui est important. Hein. C'est pour eux, les photos. C'est qu'on sache que c'est Émilie, Jean-Pierre, Paul-Jacques, c'est pas important. Et surtout qu'il ne faut pas essayer d'associer. Alors évidemment, les gens, ils s'amusent. Moi, j'ai eu quelques témoignages là, de lecteurs qui disent « Est-ce que Jean-Pierre, c'est lui ?» Alors, peut-être. Hein. Enfin, voilà, il se débrouille, quoi. Hein. Mais voilà. Oui, parce qu'il y a quand même un jeu sur l'anonymat des gens. C'est-à-dire que les portraits, il y a le prénom de la personne avec un petit sous-titre. Et puis après, tu déroules le portrait comme tu as lu là. Mais à la fin, il y a aussi une énumération des prénoms des gens avec un indice supplémentaire sur eux. Donc ils sont anonymes, mais en même temps, on a quand même des pistes pour les identifier. Donc tu joues un peu entre les deux finalement. Là, le cas échéant pour le livre, oui, j'ai joué à ça, mais il n'y a pas grand-chose, quoi. Qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que Daniel est le gardien du camping de Saint-Calais. Oui, de fait, voilà. Il n'y en a qu'un, du coup, c'est lequel ouais. Et que Thierry est animateur à l'ESAT de Pêcheret. Oui, c'était important, parce que j'écrivais vraiment dans le coin, quoi. Et d'ailleurs, toutes les semaines, j'ai écrit un texte sur l'endroit où j'étais, avec l'avancée des saisons, l'avancée des élections, qui nous faisaient peur, etc. J'avais vraiment envie que ce soit spatio-temporel. Voilà. Un truc que j'ai appris au bac, dans la poésie de Baudelaire, spatio-temporel. Donc, je suis content de le dire. Ça fait presque un carnet pas de voyage, mais un carnet de résidence, du coup, cette temporalité. Oui, absolument. Voilà, oui. Il y avait envie de ça, oui. Est-ce qu'on pourrait avoir un deuxième petit portrait lu ? J'ai préparé la lecture. Sylvie, ce que c'est que les meilleures dispositions du monde. Le vestiaire, c'est simple, c'est quand on quitte sa veste et qu'on enfile sa blouse.
On se met dans les meilleures dispositions à l'égard d'autrui, on est prêt à aborder le premier client avec la meilleure volonté du monde et un sourire comme sur les pubs de chewing gum fraîcheur de vivre. Presque, on est si bien remonté qu'on est tout disposé à tendre la main à l'arborigène qui en aura besoin. Et puis, les premiers pas vers la caisse, c'est d'abord la lumière des néons et le froid qui vient des frigos. Ça vous met le cœur dans une espèce de poche avec des glaçons dedans. Mais bon, on est bien disposé à ce que ça marche. Comme sur des roulettes, mon kiki, on se met à sa caisse avec les ardeurs d'un pilote de ligne direction Tahiti et en avant le tapis roulant. Seulement, voilà, tout irait bien s'il n'y avait pas les ceux qui n'ont pas pesé les fruits et légumes. Les ceux qui ont des bons de réduction périmés. Les ceux qui cassent une bouteille de gros rouge. Les ceux qui oublient, comme par hasard, des articles au fond de leur cabas. Les ceux qui sont aimables comme une porte de prison moderne. Les ceux qui ont oublié le beurre et mettent 3 plombs à revenir. Tout ça qui use les nerfs, les lime en autant de petits pics qui vous asticotent la patience et vous minent le self-control. On a le chewing-gum fraîcheur de vivre qui tombe par terre. C'est pour ça que le soir venu, les enfants ont qu'à savoir leur table de multiplication. Et que le mari, s'il n'est pas content, il n'a qu'à aller se faire cuire un œuf. Et tout ça, c'est grand dommage, car c'est la vraie vie qui en prend un sale coup. Merci. Il est rigolo. Il y a aussi dans le recueil, en plus des textes où tu parles des lieux et du temps, des portraits un peu plus généraux, où tu parles des passants dans la rue, où tu parles des gens qui rentrent dans cette petite supérette. Pourquoi tu as eu envie d'intégrer une vision peut-être plus globale des lieux où tu étais ? Je peux dire une version et une autre version. Ah, complètement, tu peux dire ce que tu veux. Parce que c'est très facile à faire. C'est très honnête de le dire. C'est une version. Et parce que j'avais tout ça toujours devant les yeux. Donc je trouvais important dans ce fameux truc spatio-temporel de mettre du monde. Tout ce que je ne pouvais pas mettre dans les portraits, j'essaie de le mettre, quoi. Tous ces gens qui ont les petites voitures blanches, là, fourgonnettes, là, c'est rigolo, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et puis les gens qui s'arrêtent devant les boulangeries, puis c'est leur femme qui descend, puis elle va chercher le pain, puis ils rentrent, puis ils repartent, tout ça. Que moi, je suis étranger à ça, hein, je suis un citadin. Hein. On ne fait pas comme ça en ville. Hein. On se gare loin de la boulangerie. Donc tout ça, c'était pittoresque, j'étais en voyage, moi. À la fin du recueil, il y a aussi le portrait du je que tu as rédigé sur la dernière page. Est-ce que tu savais dès le départ que tu voulais intégrer ça, ou pourquoi tu as eu envie de mettre ce je à la fin ? Mais pas du tout, j'ai fait une scène avec Titi Robin. Titi Robin est venu m'accompagner à Saint-Calais, et puis je voulais un texte dynamique pour terminer le bazar, quoi. Et donc, j'ai juste pris un papier et un crayon et j'ai griffonné, pas tout dit, j'ai pas tout dit, voilà. Et c'est resté, voilà. Et comme je voulais faire 100 pages, il m'en manquait 2, donc j'ai mis celui-là, quoi. Pourquoi ça ? Parce que, non, je sais pas, ou 110. D'accord. Mais c'était rigolo, quoi, de le mettre, et puis je crois que ça avait été un bon souvenir pour les gens qui étaient là. Donc c'était un petit clin d'œil pour ceux qui avaient assisté à cette soirée. C'était un texte comme une délivrance. Parce qu'on était sur les gens, et puis tout d'un coup je leur dis, mais j'ai pas tout dit, figurez-vous que j'ai pas tout dit, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ci. Et c'est la vérité d'ailleurs. Est-ce qu'on peut avoir une autre lecture, un autre portrait ? Baptiste, ce que c'est que le chromosome en plus. C'est mon copain. Je voulais l'adopter, mais c'est pas possible. C'est pas moyen. 47 au lieu de 46. 47 chromosomes au lieu de 46 chromosomes. Juste un seul de plus. Un 1 infinitésimal, vraiment microscopique. Un micron qui fait une différence, qui fait que la vie est un équilibre un peu plus en déséquilibre. Or, l'équilibre, Baptiste, il le pratique tous les jours. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça, exactement ça qui est grand.
C'est précisément ça, la revanche sur l'adversité. Mieux, le raccommodage sur l'infortune. Et le voilà maintenant au service d'un restaurant, prenant les commandes, tenant les commandes, et tenant son plateau en équilibre. Tenant en équilibre sur son plateau en équilibre, verre et assiette, et hors d'œuvre, et carafes, et îles flottantes, et bœuf en sauce. Salomon entre les tables, évitant la chaise qui recule, la main qui se lève, la peau de banane qui est une serviette par terre, et, avec le sourire, et, en tournant la tête de gauche ou de droite, quand il entend « Garçon, s'il vous plaît ». Et maintenant, les couverts et les mets atterrissent en douceur sur la nappe de la table. Et pour ce faire, il évite une épaule qui se penche, ou une main qui saisit le pain, ou un coude qui recule. Le vin coulant dans le verre sans qu'une goutte ne tombe à côté, la corbeille de pain mise au centre de la table, et demi-tour alors que le plateau est vide, la poitrine qui se gonfle alors un peu, les épaules plus hautes aussi, un petit sourire sur les lèvres, les yeux comme voyant plus clair, la joie de la mission accomplie, la petite jubilation de la revanche prise, mieux, la petite fierté du raccommodage, une nouvelle fois fait. Merci. Tu disais tout à l'heure que tu lisais les portraits des fois aux gens que tu rencontrais. Quelles sont leurs réactions de se voir et de s'entendre à travers tes mots à toi? Il y a plein de réactions. Il y a des gens qui, très très pudiques, disent merci et s'en vont. Il y a des gens très émus qui pleurent. Il y a des gens très très honorés qui sourient. Il y a des gens qui m'embrassent, il y a des gens qui me disent... Enfin, il y a plein de réactions. Mais voilà, j'ai pris soin d'eux, c'est prendre soin que de raconter les gens, quoi. Il y a un livre qui s'appelle Raccommoder les vivants, c'est ça? Réparer les vivants. Réparer les vivants, ouais. Ben, moi je les raccommode, voilà. Ça fait du bien, je crois. Je prends soin. C'est pas souvent qu'on prend soin des gens. Voilà. Et il y a un portrait un peu particulier dans ce livre aussi, le tout dernier, celui d'Emmanuel. Est-ce que tu pourrais nous raconter ce portrait? Emmanuel était un collègue, un très bon ami surtout. Et il devait venir en résidence, pas l'année passée, mais l'année d'avant. Et il est parti en cours de chemin, il s'est donné la mort. Et il devait venir en résidence ici dans la Sarthe. Donc, pendant la résidence de la Sarthe, je pensais beaucoup à lui, d'autant plus que j'ai eu une commande de la scène nationale de Narbonne et Emmanuel, il habitait à Narbonne. Alors, je me disais, ça charge de charrette, quoi. Franchement, quoi. Donc, oui, voilà. Et quand on est écrivain, on va toujours dans des lieux où vont les écrivains. Voilà. Donc, j'arrête pas d'aller dans des endroits où est allé Emmanuel. Je pense à Emmanuel, et puis je pense à Pierre Autin-Grenier, il n'y a pas longtemps, qui nous a quittés aussi il y a 4-5 ans. J'arrête pas d'aller dans des endroits comme ça où on va tous, quoi. Hein. Donc, j'avais vraiment envie de faire un texte sur Emmanuel, et je l'ai fait chez moi à Nantes, en fait. À la fin du livre, je voulais faire 100 pages. Il fallait compléter, quoi. Encore un autre Emmanuel. parce qu'il reste plein de papiers dans ton livre. Comment? Il reste plein de papiers dans ton livre, donc autant en profiter. Oh non, je suis pas obligé. Mais là, il n'a pas de papier, Emmanuel. Emmanuel, il a écrit 2 pièces, entre autres, 2 pièces de théâtre. Une qui s'appelle Mardi à Monoprix. Et puis l'autre qui s'appelle Quelqu'un manque. Je dis ça pour le texte. Emmanuel, ce que c'est. Et puis, un jour, on ne vient pas. Pas même, on met le bout d'un orteil. Même pas, on pose un regard et on laisse un cil en souvenir, ou des lunettes avec des pets verts. Non, on ne vient pas. On ne vient pas et on ne viendra jamais. On ne vient pas et on sait. Et on ne sait pas que quelqu'un manque et manquera. On ne sait pas que quelqu'un c'est soi. On ne sait pas. On ne sait rien. On ne sait plus rien. On n'est plus là, ni là. On n'a plus de savoir, plus d'avoir, plus d'être. On n'est plus. On n'aura pas vu un tel, pas vu une telle, pas vu les canards, pas vu.
Pas entendu une petite voix fluette et fatiguée, pas entendu une grosse voix, une forte voix d'enfant se souffler des potrons minets, qu'aller se pendre est une folie. Il y a tantôt d'autres choses à faire. Il y a l'embiner, tergiverser et finalement se décider à aller au Monoprix. Quand bien même ce n'est pas un mardi, quand bien même le plus proche Monoprix est assez loin, il est de toutes les façons moins loin que lorsqu'on n'est plus nulle part. On n'aura pas vu midi au soleil et notre ombre toute menue sous nous, toute petite ombre de nous qui une fois par jour ne nous fait plus d'ombre, ne nous pèse plus. On n'aura pas vu ça sur les routes de colza, dans le pré derrière le château, ni non plus au bord de l'étang. On ne sait pas tout ce qu'on n'a pas. On ne saura jamais tout ce qu'on n'a pas. On n'en saura jamais plus rien. On ne saura jamais plus rien. Parce que lundi, les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis et les samedis sans Monoprix. Cependant que les dimanches, jour du Seigneur, on ne mange plus de patates au beurre. Merci. Je pense qu'on va finir la rencontre sur ça, sauf si tu as envie de lire un autre portrait pour terminer vraiment. Ouais. Ouais, alors allons-y. Hein? Vous me permettez? Deux. Ça va? Ça ira? Oui. Ça ira? Oui, oui. Ils ont de la bière, ça ira. Bernard, ce que c'est que les mains. Perdre son travail, c'est soudain comme de voir ses deux mains se détacher de ses bras et tomber par terre. Passer une seconde de franche stupeur, on ne se baisse pas pour les ramasser. Et d'ailleurs, à l'aide de quoi les saisirait-on? On ne bouge pas, pas un geste. On ne fait pas un pas de peur de perdre un pied puis l'autre. En fait, ce qui se passe réellement, c'est qu'on perd un morceau de sa tête, celle qu'on avait, et qu'on avait bien tirée au fil à plomb de la vie, qui allait en avant de nous, qui avait de forts biscottos et était capable de porter 12 fois son propre corps, poids comme la fourmi travailleuse. Alors, ne pas bouger, pour le moment, pas un geste, pas une pensée. Laisser le monde tourner autour de soi, le soleil monter et descendre, et que la lune grossisse et rapetisse, forcisse et s'amoindrisse, que passent les jours et les nuits. La respiration se calme, le pouls est maintenant plus régulier. Doucement, une main repousse, puis la seconde, et les deux mains sont à nouveau là, les mains qui ne sont pas une, mais sont multiples, qui sont là à nouveau pour ouvrir la fenêtre, pour toucher les cheveux de la bien-aimée, saisir la tasse, qui à nouveau ouvre la porte. Et il y a dehors un tas de belles planches. Elles sont pour le mur du garage. Viennent à nouveau les gestes dans lesquels la tête retrouve ses muscles, d'abord pour les gestes, ensuite pour les pensées. Demain, le mur sera terminé. Demain, ce sera le jour d'aller chercher un nouveau travail en croisant les doigts des deux mains. J'ai le choix entre Gaël et Hélène. Hélène, ce que c'est que de devenir maman. Au tout prime début, on est dans le ventre de la maman, plus petit qu'une tête d'épingle, puis plus gros qu'une tête d'épingle, et même beaucoup plus gros qu'une tête de chat. On grandit et forcit tout doucement et tout sûrement jusqu'au beau jour où on sort de là, où on devient alors un bébé fille ou un bébé garçon. En l'occurrence, Hélène est devenue un bébé fille, puis une fillette, puis une demoiselle, puis une femme. Elle porte aujourd'hui des boucles d'oreilles avec des fleurs dessus, tandis que Solveig, sa fille, a 8 mois. Solveig, au tout début, était dans le ventre de sa maman, plus petite qu'une tête d'épingle, puis plus grosse qu'une tête de chat, etc. Et Solveig a maintenant de grosses joues et une houppette punk et blonde au milieu du crâne. Et du coup, Hélène, qui en était à être une femme, est devenue aussi maman depuis la naissance de bébé.
Et peut-être les deux à la fois, c'est-à-dire femme et maman, tel est le désir, telle est la tâche à accomplir, le grand écart à faire, ou le petit pas, ou le petit geste de la main, afin que femme et maman existent en même temps. En fait, c'est un peu comme les montagnes russes. Il y a des hauts et des bas, du chaud, tu trouves, et du froid, c'est froid. Jusqu'au moment où on demeure en haut, tout en haut, et alors là, c'est simple comme bonjour. Dans les yeux de sa fille, elle se mire maman, tandis que dans les yeux de son homme, elle se voit femme. Et les boucles d'oreilles sont à la fois de petits mobiles qui amusent le bébé et de petits aimants qui attirent son homme, tandis que de l'autre côté de la fenêtre, le soleil brille. Merci. Alors, comme le disait Gaël tout à l'heure au début de la rencontre, vous avez les livres Nous ne sommes pas le héros et d'autres, Nous ne sommes pas des héros d'ailleurs, je dis n'importe quoi, qui sont au fond de la salle, que vous pouvez retrouver auprès de Valérie, si le cœur vous en dit. Et puis Rémi va retrouver une bière et vous pouvez venir échanger avec lui si vous avez des questions à lui poser directement. N'hésitez pas. Merci à tous. C'est pas tout à fait ça. Voilà. Je vais prendre une suze. Merci beaucoup.